Et t'as vu? J'ai fait péter les flowers. C'est Blake qui va être contente. Allez les girls, get your flowers, get your tea, and let's go! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'affaire Blake Lively vs Justin Baldoni. On va analyser et décortiquer les nouvelles preuves présentées par Blake Lively, puisqu'il y en a eu d'autres depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Et on va commencer à analyser celle de Justin. Allez, on se retrouve après ça. Hello mes licornes, j'espère que vous portez à merveille. Donc vous l'avez vu, je me suis un peu moquée de Blake Lively. Vous le savez, hein, cette vidéo ne va pas être en sa faveur de toute manière, hein, depuis qu'elle a lancé cette affaire contre Justin Baldoni. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'elle se moque un petit peu de nos tronches. Dans cette vidéo qui va, je pense, durer un petit moment, on est ensemble pour un petit moment, donc n'hésitez vraiment pas à vous prendre une petite tasse de thé, de quoi manger, et à vous caler bien confortablement dans votre canapé, parce que comment vous dire que on va rester ensemble un moment, hein, et il est hors de question que vous touchez à votre téléviseur ou à votre ordinateur ou même à votre téléphone pendant qu'on fait la vidéo, c'est mal poli. Vous regardez jusqu'à la fin. D'ailleurs, puisque j'en suis là, surtout n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo pour récompenser mon travail et à booster aussi la vidéo, ça m'aide beaucoup. Ça permet à plein de gens de pouvoir voir mon travail. Donc ça récompense vraiment les heures passées à vous faire des recherches parce que oh, comment vous dire que je m'en suis tapé des heures de recherche et des heures de visionnage, des heures, oh là là, mon Dieu, j'en pouvais plus. Comment vous dire que j'ai tellement donné de ma personne, en fait, que je vais pas m'avancer cette semaine pour vous dire s'il y aura une vidéo la semaine prochaine sur l'affaire Blake Lively parce que je vous avoue que j'en ai un peu ma claque. Néanmoins, s'il se passe plein de choses d'ici là, évidemment, je vous ferai une vidéo. Mais pour le moment, partez du principe que on va faire une petite pause avec Blake Lively et Justin Baldoni, ok? Dans cette vidéo, je vais commencer à vous faire un récapitulatif de toute la procédure judiciaire entre Blake Lively et Justin Baldoni, tout simplement parce que je pense que beaucoup d'entre vous comprennent pas où on en est en fait dans la procédure. Et j'ai encore des messages qui me disent « Moi, je veux qu'il y ait un procès parce que je veux que Blake, elle paye. » Du coup, il faut absolument que je vous explique où on en est dans la procédure parce que beaucoup d'entre vous ne le comprennent pas. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler du reste des preuves décelées par Blake Lively, qui ont été publiées par Blake Lively, mais elles ont été décelées par le juge Liman, évidemment. On va ensuite, évidemment, voir les preuves présentées par Justin Baldoni, parce que oui, ça commence à tomber. Ensuite, on va parler de la Summary Court, parce que sachez que vendredi dernier, il y a eu une audience pour la Summary Court, et il faut que je vous raconte tout ça, parce que ça va être hyper important, je le pense. Et enfin, je vais vous parler des retombées qu'a déjà cette affaire. La semaine dernière, j'avais parlé des retombées, à mon avis, après l'affaire, mais aujourd'hui, je vais vous parler des retombées qu'on a là tout de suite, là maintenant. Donc commençons avec le résumé de la procédure. Je pense que ça fait du mal à personne de rappeler où on en est dans cette histoire parce que c'est assez compliqué, hein. On est sur une procédure judiciaire, évidemment que c'est compliqué. Donc pour vous rappeler les événements. Début août 2024, sort un film qui s'appelle It Ends With Us, qui est traduit en français par Plus jamais, et c'est l'adaptation cinématographique d'un best-seller qui porte le même nom et qui parle d'un triangle amoureux entre Lily, une fleuriste, qui est amoureuse de Ryle, un chirurgien, et qui, quand ils étaient ados, a eu une histoire avec Atlas, qui est aujourd'hui devenu restaurateur. Ce film est un film qui parle de violence conjugale, et c'est Justin Baldoni, le réalisateur de ce film, qui a acheté les droits à l'autrice en 2019, à une époque où en fait ce livre commençait tout juste à se faire un public et où Colleen Hoover, l'autrice de ce livre, n'était pas encore la star des new romances, enfin de la new romance. Et au moment de la sortie de ce film, il y a eu un énorme bad buzz autour. Premièrement parce qu'on se rendait compte que Justin Baldoni, le réalisateur du film, était mis à l'écart par le reste de l'équipe. Ce qui est super bizarre, hein. Normalement le réalisateur c'est le boss, c'est le big boss. Donc quand tu travailles sur un film,
tu évites de te mettre à dos le réalisateur. Et bizarrement, en fait, pendant la promo, on avait tout le casting qui faisait des promos ensemble. Il y avait qu'un seul absent, c'était Justin Baldoni. Et de ce côté, quand Justin Baldoni était interrogé sur le film et tout, il mettait énormément en avant les violences conjugales, ce que ne faisait absolument pas le casting. Donc c'était la deuxième chose qui choquait énormément. Donc voilà, on a ces deux éléments qui ont beaucoup choqué le public et notamment les lecteurs du livre It Ends With Us, qui sont beaucoup, hein, puisqu'il s'agit d'un best-seller. Donc par définition, non seulement il y a une grosse fanbase, mais en plus, il s'agit de personnes qui étaient touchées par cette histoire et donc qui sont en général touchées par les violences conjugales, ou en tout cas qui ont une certaine sensibilité sur les violences conjugales. Et le fait que lors de la promo de leur livre préféré, imaginez bien, on ne parle pas du sujet le plus important du livre, ça a fait grincer des dents. D'autant que, en fait, l'autrice, elle s'est fait également attraper la veste un peu avant pour avoir commercialisé des vernis aux couleurs de son livre, en fait. Et déjà, la communauté littéraire qui aime la new romance parlait déjà de ce petit réflexe qu'avait l'autrice de monétiser les violences conjugales. Et alors, imaginez bien que la sortie de ce film n'a fait qu'alimenter ce sentiment et a beaucoup fait parler. Et moi, c'est pile à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Justin Baldoni parce que j'ai été intriguée par ce réalisateur qui était un homme et qui était le seul qui parlait de violence conjugale alors que ça le concerne pas personnellement. Et j'ai été touchée par le fait qu'il tienne à en parler alors que tout le reste du casting mettait ça de côté. Je me suis intéressée à lui, j'ai écouté son podcast, j'ai lu quelques passages de son livre. Je vous cache pas que cet homme m'a touchée. En fait, il m'a donné de l'espoir parce que, en fait, on a besoin de ce genre de modèle qui nous rappelle le noble man. Vous voyez ce que je veux dire? C'est typiquement le genre d'homme qui nous fait comprendre que, en fait, c'est pas, ça marche pas avec tout le monde, mais quand on s'explique, et quand on explique ce qu'on ressent en tant que femme, parfois on peut être écouté, on peut être entendu, et il existe des hommes qui ont à cœur le fait d'arrêter, en fait, la domination sur les femmes. Et donc, fin décembre, on a un article du New York Times qui nous apprend que Blake Lively porte plainte contre lui pour harcèlement sexuel et smear campaign. Diffamation, campagne de diffamation. Alors là, comment vous dire que les bras m'en sont tombés et j'étais en mode quoi? Je vais pas vous mentir, dès le départ, j'ai trouvé ça louche parce que en lisant sa plainte, en fait, déjà premièrement, elle décrivait plein de petits incidents qui se passent dans le monde du cinéma. Ayant créé un magazine et ayant organisé beaucoup de shootings et beaucoup de tournages, en fait, je sais très bien comment ça se passe hors caméra. Même avant que Justin Baldoni ne sorte son dossier, ce qu'elle décrivait déjà, ça me faisait pas beaucoup sourciller. Et ensuite, 2 semaines plus tard, Justin Baldoni porte plainte également pour diffamation contre elle et pour rupture de contrat et vol d'un film, en gros. En gros, il lui reprochait d'avoir volé son film. Et là, en fait, dans sa preuve, on voit que les preuves présentées par Blake Lively, dans un premier temps, ont été souvent sorties de leur contexte. C'est-à-dire que pour les conversations SMS, eh bien, en fait, on retirait les emojis avec un clin d'œil, avec un emoji de quelqu'un qui rigole pour dire je plaisante. Et en fait, dans la plainte de Justin Baldoni, on se rend compte que pas mal les textos qu'elle nous avait montrés de la part de la publiciste de Justin Baldoni, c'était des textos qui étaient sous la forme de second degré. Sauf qu'elle, elle nous l'a présenté comme si c'était des textos de premier degré, alors que sur le texto même, tu vois qu'il y a un petit bonhomme qui rigole, ou tu as un je plaisante. Ou le message plus loin, la publiciste dit c'est fou parce que elle nous mâche tout le travail, en fait, on n'a rien à faire, c'est elle qui se tire une balle dans le pied toute seule comme une grande, nous on n'a rien à faire. Et donc dès lors, je me suis rendu compte que Blake Lively se moquait un petit peu de nous. Parce que c'est une chose de croire quelque chose avec les éléments que tu as et de te tromper, d'accuser quelqu'un à tort et de te tromper. Mais là, on voit que Blake Lively sait très bien que c'est faux. Elle sait très bien que la publiciste de Justin Baldoni plaisante. Mais elle va retirer les éléments qui prouvent qu'elle plaisante et elle va les présenter comme preuve. On a eu également cette scène en fait qu'elle décrivait où Justin Baldoni lui sentait les cheveux, essayait de l'embrasser à tout prix, l'embrasser dans le cou et tout, et elle en faisait quelque chose dans son récit d'extrêmement malaisant. On regarde les rushs, en fait, on se voit qu'il joue un rôle, que la scène est écrite telle qu'elle et que en fait il ne fait que faire son travail, c'est-à-dire de jouer un homme amoureux d'une femme qui sont en plus en phase de séduction, donc il cherche à la séduire, il cherche à la faire craquer, et quand il lui dit qu'elle sent bon, c'est juste parce qu'elle lui dit qu'elle sent mauvais ou qu'elle est pleine de auto-bronzant et qu'il lui dit non mais tu sens bon.
C'est juste ça. Bref, à ce moment-là, j'ai décidé de faire une vidéo parce que je me rendais compte que les médias en France mettaient énormément en avant les arguments de Blake Lively et que ce que disait Justin Baldoni passait totalement à la trappe. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Ensuite, l'affaire judiciaire a commencé à s'emballer. Ça semblait intéressant et je trouvais que personne n'abordait l'aspect juridique de la chose. Et donc j'ai commencé à vous faire des vidéos de vulgarisation de la procédure. Et vous avez apprécié apparemment parce que j'ai eu à chaque fois pas mal de vues et donc j'ai continué. Et c'est là que j'ai commencé à changer un petit peu la ligne, pas un petit peu, beaucoup même, la ligne éditoriale de ma chaîne. Et du coup maintenant je fais plutôt une chaîne de vulgarisation d'affaires judiciaires pour les people. Mais donc ça c'est pour le comment on est rentré dans cette affaire, vous et moi. Maintenant je vais vous parler de l'affaire judiciaire. Souvenez-vous qu'en fait un procès américain se prépare en 3 phases. On a la discovery phase, on a la phase des dépositions et on a la phase d'échange des preuves. Ensuite, le procès arrive. Malheureusement, début juin, le juge Liman rejette la plainte de Justin Baldoni. Il rejette la plupart des chefs d'accusation. Il n'en reste plus que 2 qui sont vraiment minimes et qui peuvent être amendés pour être acceptés. Mais l'avocat de Justin Baldoni décide de ne pas chercher à les amender parce que l'accusation qui reste était tellement minime que il n'y avait pas d'intérêt. Ce qui signifie, à ce moment de l'affaire, que Justin Baldoni est l'unique accusé de l'affaire. Et Blake Lively est la plaignante de l'affaire. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, Blake Lively ne risque rien de plus que d'avoir à payer les frais judiciaires de Justin Baldoni. C'est la pire chose qui puisse lui arriver dans la procédure à l'heure actuelle. Mais il y a 3 possibilités pour que Blake Lively ait à répondre de ses actes. Premièrement, le fait que Justin Baldoni fasse appel de la décision du juge Liman de rejeter sa plainte. Il peut tout à fait faire ça, encore plus avec les nouvelles preuves qu'on a. Maintenant, il a un boulevard, en fait, pour porter plainte contre elle. Non seulement pour le vol de son film, pour diffamation, parce que sincèrement, le fait que les accusations qu'elle profère contre lui est manifeste, hein, et aussi pour smear campaign. S'il le fait, je pense qu'il le fera une fois que l'affaire sera soit jugée, soit rejetée, parce que personnellement, je pense que l'affaire va être rejetée. La deuxième chose qui pourrait faire en sorte que Blake Lively ait à répondre de ses actes, c'est le fait que Blake Lively ait utilisé une société écran, Van Zam, souvenez-vous, pour obtenir légalement et présenter légalement les données téléphoniques de Jennifer Abel. Parce que, en parallèle avec l'affaire Blake Lively Justin Baldoni, il y a aussi l'affaire Stephanie Jones contre Jennifer Abel. Pour vous situer, Jennifer Abel, c'est la publiciste de Justin Baldoni. Elle travaillait à l'origine pour Stephanie Jones et elle avait prévu de partir. Et découvrant qu'elle allait partir, en fait, Stephanie Jones a décidé de ne pas attendre qu'elle parte d'elle-même, mais elle l'a virée et lui a demandé de lui restituer son téléphone de travail et son PC de travail. Chose qu'elle a le droit de faire, mais elle n'a absolument pas le droit d'avoir accès à ses données personnelles. Et pourtant, souvenez-vous, dans la plainte de Blake Lively, il y a une conversation de Jennifer Abel avec Justin Baldoni. Et donc la question était de se poser comment elle avait obtenu ces conversations-là. Je vous l'ai appris la semaine dernière, en fait, c'est Taylor Swift qui l'a aidé à prendre les données de l'iPhone de Jennifer Abel. Néanmoins, pour présenter ses preuves dans sa plainte, il fallait que Blake Lively puisse prouver qu'elle avait eu ces conversations de manière légale. Et c'est comme ça qu'elle a utilisé une société écran pour porter plainte contre X et demander, entre autres à Jennifer Abel, mais à d'autres personnes, les données téléphoniques. Sauf que cette histoire de Van Zam, en fait, c'est à la limite de la légalité. Et le juge pourrait très bien ordonner une enquête contre Blake Lively pour qu'elle ait un procès devant une cour pénale. Ce qui signifie que, contrairement à l'affaire Justin Baldoni contre Blake Lively, qui est une affaire civile, où en fait, le pire qui peut leur arriver, c'est d'avoir à payer des dommages et intérêts. Dans une cour pénale, tu peux aussi aller en prison. Et puis la troisième possibilité, c'est que le fisc s'en mêle et porte plainte contre elle. Pour qu'une loi s'applique, il faut forcément remplir des conditions. Et les conditions du harcèlement sexuel, c'est notamment d'être salarié et d'être hiérarchiquement en dessous de la personne contre laquelle on porte plainte. Sauf que non seulement Blake Lively n'a pas signé de contrat
en tant que salarié. Mais en plus, vous savez, quand vous tournez un film, en fait, vous devez déclarer vos revenus au fisc pour pouvoir payer vos impôts. Sauf que Blake Lively a demandé à Wayfarer, qui est la maison de production de Justin Baldoni, de lui donner le formulaire du fisc qui est pour les collaborateurs indépendants. Ce qui fait qu'en fait, non seulement elle ne devrait pas être considérée comme salariée, donc elle ne devrait pas porter plainte, mais ça on y reviendra, mais en plus, aujourd'hui, elle prétend qu'elle est salariée, ce qui signifie qu'en fait, elle aurait fraudé le fisc. Et vous savez très bien qu'aux États-Unis, le fisc, ça déconne pas. Al Capone est tombé à cause du fisc. Donc le fisc américain pourrait se retourner contre elle et lui demander des comptes à cause de ça. Donc voilà, ce sont les trois choses qui pourraient se passer contre Blake Lively. Néanmoins, ces trois choses, en fait, elles peuvent se passer même si le procès actuel est mis de côté. D'accord? Même si sa plainte est rejetée, ces trois arguments contre elle, en fait, fonctionnent toujours. C'est pour ça que dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous disais qu'il serait préférable que le juge rejette la plainte contre Justin Baldoni, et on y reviendra plus tard. Ensuite, début décembre, Justin Baldoni dépose une demande de summary court avec plein de nouvelles preuves accablantes, encore une fois. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, en disant que les conditions du harcèlement sexuel ne sont pas remplies puisque Blake Lively n'était pas salarié. Entre autres, on y reviendra plus tard dans la summary court. À l'heure actuelle, nous sommes à la troisième phase de préparation du procès. C'est-à-dire que on a eu la discovery phase où, en fait, les deux parties ont rempli leur dossier et ont donné les preuves qu'ils avaient jusqu'à présent. D'accord? Ensuite, on a eu la phase des dépositions où chaque partie, chaque intervenant était interrogé sur ce qu'il savait de l'affaire. Et enfin, on a l'échange de preuves, c'est-à-dire que les deux parties, en fait, mettent en commun toutes les preuves qu'ils ont et les mettent dans un dossier qu'on appelle docket en anglais. Et en fait, ce dossier-là, aux États-Unis, on y a tous accès, c'est public. C'est la raison pour laquelle, en fait, on connaît aujourd'hui toutes les preuves avancées par Blake Lively. Là, la dernière phase est en train de s'achever et donc ils mettent toutes leurs preuves sur le dossier. Je crois que Blake Lively a fini de mettre ses preuves, j'en suis pas sûre, mais je crois, et Justin Baldoni vient de commencer à mettre toutes ses preuves sur le dossier. Bon, ils sont un petit peu en retard, normalement ils auraient dû faire le mercredi de la semaine dernière, donc ils sont un petit peu en retard, surtout Justin Baldoni, ce qui est rare, parce que d'habitude, il met les trucs plutôt en avance, et c'est Blake Lively qui met les trucs en retard, et là, ça a été l'inverse. Blake Lively a publié ses preuves le mardi, alors que c'était le mercredi qui était le dernier carat. Et là, Justin Baldoni vient de commencer à mettre ses preuves. Donc là, on est en plein dans la fin de la troisième phase, et le procès aurait dû se dérouler mi-mars. Il aura lieu finalement le 18 mai, tout simplement parce que l'agenda du juge a été bouleversé pour des raisons politiques. Donc voilà où on en est au niveau de la procédure. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Maintenant, on va passer aux preuves décelées présentées par Blake. On a la scène d'accouchement. En fait, à la fin du film It Ends With Us, la protagoniste accouche d'un bébé qu'elle a eu avec son mari. Et en fait, Blake se plaignait que Justin avait tenu que Blake soit nu lors de cette scène d'accouchement, ou en tout cas à moitié nu, et que l'homme qui jouait le gynécologue obstétricien était juste un ami de Justin. Elle se plaint qu'il n'y avait pas de coordinateur d'intimité, sauf qu'en fait, on a les rushs de cette scène d'accouchement. Ceux qui ont vu le film le savaient déjà, mais dans les scènes, dans les rushs, en fait, on voit que non seulement Blake Lively n'est absolument pas nue, elle a une blouse sur elle, elle a un ventre de femme enceinte, un faux ventre de femme enceinte, et elle porte une culotte noire. Ensuite, on apprend dans la déposition de la coordinatrice d'intimité que on a besoin de coordinateurs d'intimité qu'à partir du moment où les acteurs portent, pour les femmes, juste un bikini, et pour les hommes, juste un slip, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'ils interviennent. Mais, sauf qu'elle, Blake Lively, elle est bien plus habillée qu'une femme qui porte un bikini. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de coordinateur d'intimité. Mais dans sa déposition à elle, on voit que à aucun moment elle n'a exprimé d'inconfort. Et enfin, elle se plaint qu'elle était pas assez habillée lors de cette scène. En même temps, c'est compliqué d'être plus habillée quand tu fais une scène d'accouchement.
Et en plus, bah, c'est elle qui faisait le stylisme, finalement, aux grandes dames de Justin Baldoni. Donc en vrai, si elle estimait qu'elle portait pas assez de choses, c'était à elle de gérer ça. Voilà, voilà. Ensuite, on a une conversation de Justin Baldoni à Jamie Heath, où il explique à quel point il est désabusé, en fait, de ce qu'a fait Blake du film. Donc là, on est au moment du montage final du film et au moment où il a vu, finalement, la version finale, parce qu'il n'a pas vu la version finale avant la première. Vous savez, la première à New York, où il avait été jeté de la première et il a dû la passer dans le sous-sol avec sa famille. Donc il a vu son film, mais il l'a vu de manière décalée par rapport à tout le monde. Et il dit, ils ont retiré les premières fois que Ryle mord la lèvre de Lily. Parce qu'à un moment donné, Blake Lively se plaint que Justin Baldoni lui a mordu la lèvre. Mais on voit qu'en fait, c'est voulu. En fait, c'est pour montrer le niveau d'agressivité du personnage que joue Justin Baldoni. C'est pour montrer que dans leurs ébats même, il y mettait de l'agressivité. Et c'est important en fait dans le film. Donc il dit, ils ont retiré la première fois où Ryle mord la lèvre de Lily, alors qu'il fallait le noter pour montrer que voilà, il avait un comportement un peu toxique déjà. Ils ont utilisé un mauvais plan dans une mauvaise scène. Ils n'ont pas ajouté les moments d'abus sans doute sexuel. Ils ont laissé le plan de répétition et ont enlevé celui où Ryle écoute quand Lily lui demande ce qu'il ferait si sa fille subissait la même chose qu'elle, ce qui explique pourquoi cette scène est bizarre. On y reviendra plus tard, mais effectivement, j'ai toujours trouvé cette scène un peu bizarre. J'ai trouvé que cette scène, elle concluait mal le film, parce que c'est la scène où finalement Lily quitte Ryle, et il manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette scène. On sait maintenant que c'est parce que Blake n'a pas laissé Justin jouer au meilleur de ses capacités, quoi. Rien de ce que j'ai demandé n'a été accepté. Elle a retiré les lignes de Ryle et a ajouté des plans d'elle qui n'ajoutent rien à l'histoire. Ce n'est pas un reality show sur Blake Lively, c'est un film. Et du coup, tout ça fait sens, en fait. Je comprends pourquoi, finalement, j'ai toujours trouvé cette scène qui manquait quelque chose, quoi. Qu'on comprenait pas comment Lily en arrivait là, à ce moment-là, quoi. Il manque quelque chose. Donc il dit, je commence à être en colère. Il commence à être en colère. À ce moment-là, Blake Lively a fait en sorte que tout le casting lui tourne le dos. Elle a monté Colin Hoover avec qui il était ami contre lui. Elle a fait sa propre version du film et on y reviendra plus tard. Bien que la version de Justin Baldoni avait un meilleur score au niveau des projections de test, parce que vous savez qu'avant qu'un film ne sorte, ils font toujours des projections de test pour voir si ça vaut le coup de le lancer vraiment, pour voir si c'est un bon film. Donc le film de Justin Baldoni avait de meilleurs scores que celui de Blake Lively. Et malgré le fait que son film était meilleur, en fait, finalement, elle a fait du forcing pour que ce soit sa version qui soit prise. Et ce n'est qu'au moment de voir la version de Blake Lively qui est totalement dépouillée de moments forts, en fait, finalement, que Justin Baldoni commence à ressentir de la colère. C'est pas par rapport à son ego, en fait, finalement, c'est par rapport à des choix créatifs. Sans dit long, je trouve, sur sa personnalité. Moi, j'aurais tout cassé. Voilà. Moi, il y a un moment que j'aurais pété un câble, en fait. Lui, il reste zen et il commence à être en colère. Après ça, il se reproche de n'avoir pas eu assez de couilles pour la contrer et Jamie lui répond que personne n'a assez de couilles pour la contrer, que c'est un monstre avec qui le reste du monde essaye de composer, mais qu'elle ne peut être raisonnée, que personne n'y arrive en fait. Et en fait, dans ces échanges, on voit à quel point ils ont une amitié saine, à quel point quand Justin Baldoni parle de masculinité saine, il l'applique au quotidien, c'est-à-dire que il n'hésite pas à exprimer ce qu'il ressent, à exprimer des regrets, à exprimer sa colère, et Jamie l'écoute et lui répond et prend en considération ses émotions. Et ça, c'est quelque chose que peu de mecs savent faire. Donc, quand Blake Lively dit que Justin Baldoni est une fraude en termes de masculinité saine, bah absolument pas. On voit là que malgré tout ce qu'elle lui a fait, Justin Baldoni est resté calme du début à la fin et qu'il était plutôt positif par rapport à elle et qu'il a jamais cherché à lui nuire ni rien. Et ça, franchement, chapeau. Parce que moi, j'aurais pété un câble il y a longtemps. Et c'est fou parce que dans ces échanges-là, on voit que Justin Baldoni sent déjà
que Blake Lively va lui faire une réputation. J'imagine que Blake Lively l'a déjà menacé. Et il exprime sa peur de ne plus jamais être apprécié pour être un good guy, vous voyez. Alors que ça a toujours été son identité, il a toujours été the good guy. Et il exprime en fait le fait qu'il a peur que soudainement il devienne le méchant et le petit garçon à l'intérieur de lui a très peur de ça. Bon, je vous cache pas que quand il lui dit ça, c'est parce qu'il sortait de chez la psy. mais il y a peu de mecs qui arrivent à verbaliser leurs émotions comme ça et peu de mecs aussi qui arrivent à entendre d'autres mecs qui verbalisent leurs émotions. Et franchement, chapeau à eux deux parce que on voit qu'ils sont tous les deux déconstruits. Et du coup, ça ne fait que mettre en valeur le côté toxique de Blake Lively parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, Blake Lively, c'est autre chose, hein. Blake Lively, c'est de la manipulation, c'est de la malice, et elle plante des histoires, elle dit beaucoup de mal des uns et des autres, surtout Justin Baldoni, dès le départ. On voit vraiment une différence dans leur manière de gérer leurs émotions. Ensuite, j'avais envie de revenir sur les compétences de Justin Baldoni. Parce que souvenez-vous, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour faire sa version du film, Blake Lively a eu besoin d'énormément d'aide de la part de grosses célébrités. Il y a eu, par exemple, Ben Affleck, Matt Damon, Colin Hoover, donc, évidemment. Il y a eu Bradley Cooper, il y a eu Taylor Swift, Ryan Reynolds, évidemment. Elle a même essayé de cracher sur Justin Baldoni auprès d'Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, qui était encore rédactrice en chef de Vogue à ce moment-là. Et donc, pour que ces personnes la soutiennent, elle a fait croire que si elle prenait le lead sur le film, c'est parce que Justin Baldoni n'était pas compétent. Or, non seulement son film était meilleur, et je vais vous expliquer plus tard à quel point il était meilleur, mais en plus, quand on regarde l'expérience des deux, les expériences en fait des deux acteurs, on se rend compte que c'est Justin Baldoni le plus compétent. Acting, Blake a joué 32 rôles, Justin 33. Même dans le truc d'acting, il est au-dessus d'elle. Producteur, Blake Lively a été productrice sur 3 productions différentes, Justin Baldoni 36. À savoir que Blake Lively a 3 productions à son actif, on peut en mettre que 2, hein, dans la mesure où elle a volé le film de Justin Baldoni, donc on va pas le compter. Je pense qu'une des deux autres, c'est Another Simple Favor, qui était une bouse absolue. Réalisation, Blake 1, Justin 14. On va retirer le 1 de Blake parce qu'encore une fois, elle n'a pas réalisé It Ends With Us. Justin 14. Donc en fait, c'était son 14e film. Ça va, hein. Il savait quoi faire. Bande originale, un partout. Rôle de doublure, Blake 0, Justin 5. Montage, Blake 0, Justin 1. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi elle a 0 de crédit en montage, c'est parce que ce n'est pas elle qui a techniquement monté le film, d'accord? Elle avait un monteur et elle lui disait quoi faire. On appelle ça faire de la production, finalement. Alors que Justin l'a déjà fait une fois. Projet non abouti, ça c'est intéressant. Projet non abouti, Blake Lively, 36. Dites-vous qu'il y a 36 projets dans lesquels elle joue, qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'ils étaient jugés, j'imagine, pas assez bons. Justin, 13. Après, dans la profession, c'est normal d'avoir des projets qui ne voient pas le jour, hein. Ça fait partie du truc. Mais 36, pour quelqu'un de son âge, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais donc bref, j'avais vraiment envie de faire cette comparaison pour que vous voyez à quel point Blake Lively dit que Justin Baldoni n'est pas compétent, alors que s'il y a quelqu'un qui est pas compétent, ce n'est pas lui. Je vous propose maintenant de reprendre la déposition de Colin Hoover, parce qu'on en a parlé déjà un petit peu la semaine dernière, et on va encore en parler parce que il y a d'autres choses dont je vous avais pas parlé à cette époque-là. En fait, pour retourner Colin Hoover contre Justin Baldoni, il dit de Blake Lively, elle m'a dit qu'il a dit à tout le monde sur le tournage qu'on s'est rencontrés grâce à leur religion, qu'il utilisait mon nom et disait qu'on était meilleurs amis et que quand il ne tirait pas satisfaction d'une scène, il disait l'autrice veut que ce soit fait de cette façon. Que Blake Lively lui ait dit qu'ils étaient de la même religion, je pense qu'effectivement c'est ce qu'elle a dit Blake et que elle l'a monté contre lui juste pour avoir sa sympathie. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on sait que ce n'est pas Justin Baldoni qui a lancé cette rumeur, mais que c'est une rumeur BookTok. Et alors que tout le monde sur le plateau croit ça, c'est une chose, mais ce n'est pas absolument pas Justin qui a lancé cette rumeur. Il utilisait son nom et il disait qu'ils étaient meilleurs amis. Tout le monde sait que le meilleur ami de Justin Baldoni, ce n'est pas Colin Hoover. Par contre, ils étaient amis. Ils étaient bel et bien amis. On a eu leur conversation. Au fait,
Je vous ai dit la semaine dernière que je vous mettais un lien avec toutes les preuves et j'ai oublié de le faire. J'ai corrigé le truc depuis, mais déjà dans cette vidéo, vous allez pouvoir avoir toutes les preuves dont je vous parle dans ces vidéos. Je ne vous les mets pas, je vous les cite pas pour gagner du temps, mais toutes ces preuves-là sont disponibles, donc vous pouvez totalement aller les chercher. Juste, je vous préviens, il y a tellement de preuves que ça prend énormément de temps et c'est pour ça que je vous les mets pas. C'est parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à les trier pour pouvoir vous les mettre. Et en plus, ça prendrait du temps dans la vidéo. Et déjà, la vidéo, là, j'en suis déjà à 1 heure de tournage. Donc, comment vous dire que... Et bref, et quand il disait l'autrice veut que ce soit fait de cette façon, bah, c'était vrai. Parce que, en fait, on a plein de conversations au moment où ils sont en train de travailler sur le script, où en fait, l'autrice lui donne des directives qu'elle veut, et elle accepte des trucs qu'il lui dit, enfin bref, elle donne son mot sur le script en fait du film. Donc quand il voulait obtenir une certaine chose qui disent que c'est ce que voulait l'autrice, c'est pas déconnant. Ce qui est déconnant pour moi, c'est qu'il ait besoin de se justifier sur ce qu'il veut du film alors que c'est lui le réalisateur. C'est ça qui est pas normal. Parce que Blake Lively prenait tellement le pas sur le film, prenait tellement le lead, que pour défendre son point de vue, il se sentait obligé de dire que c'est l'autrice qui voulait ça. Mais en tout cas, il ne mentait pas quand il disait ça. C'est absolument faux. Je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, pour moi, Colleen Hoover, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de respect pour elle-même, et c'est une d'anguille, vous voyez, c'est quelqu'un de versatile, tu vois, c'est pas quelqu'un sur laquelle on peut compter, parce que le fait qu'ils disent que l'autrice veut ça de cette façon, bah, c'était vrai, en fait. Pourquoi elle s'en offusque? On lui demande si elle a tenté de vérifier si le fait qu'ils disaient que ils étaient de la même religion était vrai. Elle répond non parce qu'on se parlait déjà plus. Mais quelqu'un dit des conneries sur toi, même si tu ne parles plus, tu lui demandes des comptes, non? Si t'as des couilles en fait. Si t'es pas une anguille justement. Tu demandes des comptes, non? En fait, il y a que Isabella Ferrer qui parle de cette rumeur, mais elle la tient également de Blake. Donc en réalité, la rumeur selon laquelle Colleen Hoover était Bahraï, finalement, elle n'a sûrement jamais existé en fait sur le plateau. Pour le contexte, suite à ça, en fait, on a des SMS entre Blake Lively et Josh Greenstein, où Blake cherche à bannir Justin Baldoni de la première. Dans sa déposition, Colleen Hoover dit que c'est Blake qui a banni Justin de la première parce qu'elle ne voulait pas partager la lumière avec lui. Ça, c'est très intéressant. Parce que ce n'est pas parce qu'il avait un mauvais comportement, ce n'est pas parce que il avait harcelé sexuellement, ce n'est pas pour ce genre de choses. C'est juste qu'elle ne voulait pas partager la lumière. Elle voulait que la lumière soit sur elle parce qu'elle voulait être la seule et unique réalisatrice du film. Or, elle ne l'est pas. Suite à ça, dans sa déposition, Blake accuse Colleen Hoover d'avoir leaké des informations au Daily Mail. Et en réalité, le journaliste qui a écrit les articles en question, George Fezuska, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, a bien confirmé à Without a Crystal Ball, qui est une autre créatrice de contenu, qui est ma source principale. Donc le journaliste en question a bien confirmé que c'était Hoover qui était une de ses sources. Donc c'est vrai, elle a leaké des informations. En 2025, Colleen a eu un appel avec Justin pour s'excuser de ces leaks. Sauf que Justin lui fait plus confiance. Donc on sait qu'en plus elle est tellement faux cul qu'elle a essayé de se rabibocher avec lui, mais qu'il a été poli, tu vois, mais que ça reviendra plus comme avant, quoi. Et souvenez-vous, dans ma vidéo de la semaine dernière, je me disais que cette femme qui avait 44 ans au moment des faits était vraiment ultra immature et ultra... C'est même pas de l'immaturité, c'est de la bêtise, parce que elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, Blake Lively avait besoin d'elle. Et Colleen Hoover a trahi un de ses amis de 5 ans, pensant obtenir de la part de Blake Lively quelque chose de fou qui est la participation au montage du film. Sauf qu'en réalité, Blake Lively avait besoin d'elle pour monter son film parce que elle n'a pas lu le livre et que elle ne connaît du film que le script, et le script, il n'est pas dans l'ordre. Donc elle avait besoin de quelqu'un pour savoir quand arrive quoi. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle Blake Lively avait besoin absolument du soutien de Colleen Hoover. Et donc, c'est pas la seule raison pour laquelle elle a monté Colleen Hoover contre son amie. Elle avait besoin de son appui pour faire pression sur Sony pour que son montage soit choisi pour être diffusé par Sony. Tout simplement parce que, contractuellement, Sony, dans son contrat qui le lie à Wayfarer, vous vous souvenez, la boîte de production de Justin Baldoni, Sony a une clause de performance, en fait. C'est-à-dire que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit précédemment, avant d'être diffusés, tous les films ont une projection test
pour vérifier que le film fonctionne bien et que le film aura du succès. Parce que mettre en salle un film et faire le marketing d'un film, ça coûte énormément d'argent. Donc pour être sûr qu'ils vont revenir dans leurs frais, en fait, Sony fait signer cette clause de performance, ce qui fait que lors de la projection test, le film doit atteindre un certain score pour pouvoir être diffusé par Sony. En l'occurrence, It Ends With Us devait atteindre 90% d'opinions positives pour être diffusé. Or, la version de Justin a atteint les 94%, alors que la version de Blake, 83%. Pas fou, pas fou, pas fou. En termes de recommandations, le film devait atteindre 70%, donc 70% des personnes qui ont vu le film déclaraient être capables de le recommander à des amis, donc 70%. Le montage de Justin a obtenu 74%, d'accord, de recommandations. Et le montage de Blake a obtenu 59%. C'est médiocre. Voilà pourquoi, quand je vous dis que je suis sûr que la version de Justin Baldoni est bien meilleure que celle de Blake, je suis sûr de moi quand je vous dis ça. En réalité, le montage de Blake n'aurait jamais dû être diffusé par Sony. Si ça avait été un réalisateur lambda, Sony n'aurait pas accepté de diffuser son film. C'est juste parce qu'elle a eu l'appui de Ryan Reynolds, de Matt Damon, de Ben Affleck, de Bradley Cooper, qu'elle a pu faire pression sur Sony pour que sa version soit choisie. En réalité, son film n'avait pas à vocation à être diffusé. Et selon Chris Ifla, vous savez, la créatrice de contenu qui couvre également l'affaire, une source très proche de la production lui aurait dit qu'en fait, l'échantillon aurait largement préféré la performance de Justin Baldoni. Et c'est pour ça qu'elle a coupé des passages. C'est pour ça, parce qu'il joue mieux qu'elle. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'une des raisons pour laquelle la version de Justin Baldoni est meilleure, c'est parce que il y a un peu plus de passages où il y a Justin Baldoni. Maintenant, je vous propose de parler de Taylor Swift. On en sait un petit peu plus sur le clash entre Blake Lively et Taylor Swift. En fait, dans une conversation SMS, à un moment donné, Blake Lively envoie un pavé à Taylor Swift et lui demande si tout va bien parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas de nouvelles de la part de Taylor. Taylor lui répond alors qu'elle a raison de se demander car effectivement, elle prenait ses distances ces derniers temps car tout tournait autour de Blake Lively et qu'elle en avait marre en fait. Elle dit également dans son message qu'en fait depuis un moment quand elle lui parle, elle a l'impression d'avoir une conversation corporate, en fait d'avoir une conversation professionnelle en fait et pas de parler à son ami. Et dans sa réponse, Blake Lively elle fait "Cher client, je vous remercie pour..." Bref, moi j'ai trouvé ça super drôle, mais c'est vrai que c'était pas le moment de faire cette blague, et parce que son amie lui disait qu'en fait, en gros, elle avait perdu foi en leur amitié, quoi, et que c'est pas vraiment le moment de déconner. Mais donc dans ce message aussi, Blake Lively lui dit qu'elle est d'accord avec ce qu'elle dit, et qu'elle s'en rendait pas compte, mais que effectivement elle a raison. Et puis, elle continue à reparler de son film. Selon Page Six, qui est un tabloïd, Travis a poussé Taylor à remettre en question sa relation avec Blake. Les choses sont devenues malaisantes entre Taylor et Blake. Même si Taylor ne disait rien, Travis s'est rendu compte que ce n'était pas ok. Il trouvait que le comportement de Blake gênait Taylor et qu'elle devrait plus s'intéresser à la dynamique entre elles. Blake ne se comporte pas comme une vraie amie se comporte. Il n'a rien contre Blake, mais il trouve que leur relation est injuste pour Taylor qui a toujours été sincère et loyal. Ça, c'est ce que aurait dit une source proche de Travis. En vrai, c'est Travis. C'est peut-être l'attaché de presse, mais en gros, ce sont les mots de Travis, hein. On va pas se mentir. Dans un message de Blake à Taylor, Blake demande une nouvelle fois conseil à Blake. Et moi, je me dis, en fait, elles veulent un film, alors qu'elles n'avaient aucune vision de ce film, en fait. Elles veulent un film pour après demander aux autres des conseils pour pouvoir gérer le film. Admettons que tu fais un film. Le film, il te parle trop et tu trouves qu'il est mal mené et t'as trop envie de ramener ta fraise. Encore, ça peut se comprendre. Et encore que, ça reste du vol, tu vois. Mais là, c'est même pas le cas, en fait. C'est même pas le cas. Elle a demandé à tellement de monde leur avis. Et moi, tu vois, naïvement, je pensais qu'en fait, Taylor en voulait à Blake pour ça. Parce qu'en fait, elle l'a entraîné dans un vol de film en lui faisant croire que c'était parce que Justin n'avait pas les compétences pour mener à bien ce projet, alors qu'en réalité, c'est juste parce que Blake parlait trop d'elle-même et elle se mettait trop en avant selon elle. Et sincèrement, je me demande si c'est pas un prétexte. Parce que comment vous dire que c'est normal, en fait, quand t'as un gros projet, que tu parles sans cesse de ce projet.
C'est tout à fait normal. Enfin, moi, je fais exactement la même chose. Et Taylor, elle doit avoir l'habitude de ça. Autour d'elle, il y a beaucoup d'artistes, donc elle doit avoir l'habitude de gens qui sont obnubilés, en fait, par leur vision. Pour moi, ça me semble bizarre que ce soit ça, la raison. Après, je me dis que ce qui est vrai, c'est que Blake a profité de leur amitié. Et que on se rend compte, en fait, finalement, au fil de toutes les conversations qu'elle peut avoir avec les gens, qu'elle a pas de vrais amis, en fait. Elle a que des gens qu'elle caresse dans le sens du poil et dont elle obtient des choses. C'est que du donnant-donnant chez elle. Il n'y a pas d'amitié sincère. Personnellement, j'ai rien contre Taylor, mais je me rends compte que c'est quelqu'un qui a bâti sa carrière et qui communique énormément sur le fait que les artistes devraient posséder leurs propres œuvres, alors qu'elle est capable de voler l'œuvre d'un cinéaste juste pour une copine, quoi. J'ai pourtant une vision positive d'elle, mais excusez-moi, mais je trouve ça assez hypocrite, en fait. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Mais un peu avant cette dispute entre filles, dans un message de Blake à Taylor, Blake lui demande des conseils parce que, en fait, on apprend que Taylor a lu le livre, elle. Et je me dis, mais putain, mais à ce niveau-là, pourquoi elle a pas juste écouter en audio le livre, quoi. À partir du moment où elle décide de faire son propre montage, pourquoi elle n'a pas pris la peine de lire elle-même ce putain de livre, quoi. Quel manque de respect pour l'autrice, c'est incroyable. Elle préfère demander à l'autrice de l'aider à monter le film, c'est juste fou, quoi. Je sais pas comment Colleen fait pour ne pas se rendre compte à quel point elle la méprise, en fait. À quel point elle lui manque de respect comme c'est pas possible. Elle manque de respect à son œuvre. Elle a tellement pas de respect pour elle-même qu'en fait, elle se rend même pas compte à quel point Blake lui crache au visage, quoi. C'est incroyable. Moi, ça me tue. Et en fait, malgré toute cette aide, malgré toute l'aide qu'elle a obtenue, souvenez-vous, Taylor Swift, Ryan Reynolds évidemment, Bradley Cooper, Matt Damon, Ben Affleck, Colin Hoover, malgré toute cette aide, à côté de celui de Justin Baldoni, son montage est médiocre. Imaginez ce que ça aurait été sans l'aide de toutes ces personnes. Quel désaveu. Quel désaveu. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est l'histoire de la vie de Blake Lively. Qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui si elle n'avait pas été un Nepo Baby parce que papa était producteur? Qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui si elle n'avait pas épousé Ryan Reynolds? Qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui si elle n'avait pas ce carnet d'adresses? Toute sa carrière, elle le doit à ses contacts. Et vous savez, à force de voir passer les messages, parce que j'en ai épluché des messages de Blake Lively, et à force de voir passer ces messages, j'ai vu un pattern, vous savez, un schéma. C'est-à-dire que d'abord, elle cire les pompes de la personne, ensuite, elle lui dit que sans elle, en fait, elle serait totalement perdue, et enfin, elle lui demande une faveur. Vous savez, elle a vraiment cette façon de manipuler les gens qui est. Enfin, je prends note, moi, hein. Franchement, alors, premièrement, tu cires les pompes. Deuxièmement, tu fais croire à l'autre que cette personne est indispensable, qu'elle est irremplaçable. D'accord? Troisièmement, tu demandes quelque chose. C'est fou. Passons maintenant à la déposition de Blake Lively. Alors, c'est très intéressant. Alors, dans un premier temps, un truc qui m'a fait gaulerie, Blake Lively accuse Steve Sarowitz, qui est le cofondateur de Wayfarer, qui est un milliardaire et qui aide à financer en fait les films de Justin Baldoni. Et donc elle l'accuse en fait, alors qu'elle ne l'a jamais vu de sa vie, elle l'accuse de l'avoir harcelé sexuellement. Bah oui, écoutez, le fait qu'en fait il finance les films de Justin Baldoni et qu'il aide en fait à payer les avocats pour ce procès, c'est du harcèlement sexuel. Tout à fait, mais bien sûr. Mais bien sûr! Ensuite, elle décrit tous les incidents où en fait il y aurait eu un incident de harcèlement sexuel. Le premier, ce serait quand Justin lui a dit qu'il était circoncis. Avant de parler du fait qu'il était circoncis, Blake Lively dit elle-même que ce jour-là, ils étaient une bonne dizaine chez elle et qu'ils avaient une discussion sur les décisions médicales qu'on prend quand on a un jeune garçon. Il lui a dit que son fils était circoncis parce que lui-même était circoncis. C'est tout. Et pour ceux qui auront raté ces vidéos-là où je vous en parle, en fait, c'est très courant aux États-Unis que les hommes soient circoncis. C'est pas forcément pour les juifs, même si de toute façon Justin Baldoni est d'origine juive, mais c'est très courant chez les Américains. Pour les Américains, c'est juste une procédure médicale. Il y a rien de fou à parler de circoncision. Ensuite, il y a cet incident qui m'avait fait tiquer, où elle parle d'un jour où elle arrive sur le plateau et elle porte une robe assez échancrée parce que elle allaitait et elle portait une veste par-dessus. Et à un moment, en se baissant,
En fait, sa veste s'ouvre et on voit sa robe. Et elle nous dit que Justin Baldoni lui dit j'aime beaucoup ta tenue en faisant un geste sur sa poitrine. Et donc moi je me suis demandé ce que c'était que ce geste sur sa poitrine. Est-ce que c'est j'aime beaucoup ta tenue ou j'aime beaucoup ta tenue? Là, ça aurait été super vulgaire, super déplacé et on va pas se mentir, je le vois pas faire ça. D'autant qu'il y avait déjà des tensions sur le plateau et tout. Franchement, je vois pas faire ça à ce moment-là. Mais en fait, j'avais mal lu parce que en réalité, il fait pas un geste avec ses mains, il fait un geste avec sa main qu'il passe sur sa poitrine. Donc en fait, il lui fait j'aime beaucoup ta tenue. Et ça, c'est du harcèlement sexuel? Non, mais t'es sérieuse? Ensuite, il y a l'incident du bar où il lui aurait demandé d'enlever son manteau alors qu'elle avait décidé de le porter pour la scène et en dessous, elle avait une robe extrêmement sexy parce que après, il devait filmer une scène assez olé olé. Il leur aurait dit qu'elle serait plus sexy sans et elle répond que ce n'est pas ce que je cherche et il lui répond pardon, hot? Et elle répond non, ce n'est pas ça non plus et il lui dit oh, j'imagine que j'ai raté la réunion RH. Manque de bol pour elle, cette scène, elle est dans l'épreuve parce que bah c'est sur le plateau et comme je vous l'ai dit, il y a souvent une caméra qui se balade pour tourner les behind the scenes qu'on peut avoir dans les DVD. Et donc, on a cette scène en fait. Alors c'est très très compliqué d'entendre ce qu'ils disent parce que ils sont de loin et on entend plutôt ce que disent les gens qui sont autour du micro. Néanmoins, on sait qu'il lui dit tu veux enlever ta veste et non pas qu'il lui demande de retirer sa veste. Il lui propose de retirer sa veste. Ensuite, il lui dit pas qu'elle serait sexy sans et tout. Il lui dit, il fait chaud ici. Et on voit effectivement que des gens de l'équipe sont en train de s'éventer. Tellement il fait chaud sur le plateau, on est fin mai. Et ensuite, bah, figurez-vous que dans une conversation SMS avec Jenny Slate, qui est celle qui joue la sœur de Ryle, bah, en fait, on apprend que c'est Blake qui a fait la vague des RH. Ce n'est absolument pas Justin Baldoni. Et parce que effectivement, j'avais beau remettre la scène en question, je n'entendais pas dire ça en fait. J'entendais surtout dire, par contre, t'as un bout de salade là. Ça l'a achevé. La gueule qu'elle a fait quand il lui a dit ça. Oh putain, c'était trop bon. Bref, et en fait, c'est Blake qui a parlé de la réunion RH et il avait pas compris. Bref, encore une fois, Blake Lively tord la narrative pour que ça aille dans son sens. Et en fait, à chaque fois qu'elle nous parle d'une scène qui a lieu sur le tournage, on a un rush qui dément ce qu'elle dit. Ensuite, autre incident de harcèlement sexuel, la caravane. Et là, c'est Jamie qui est concernée. Elle prétendait à la base que Jamie était entré sans sa permission, sauf que dans sa déposition, elle dit bien qu'il lui a demandé d'entrer, il a insisté pour entrer parce qu'il voulait avoir une conversation avec elle avant la réunion, et elle lui a dit d'accord, rentre, mais il faut que tu fasses face au mur pendant que je me démaquille. Or, à un moment donné dans la conversation, Jamie s'est retourné pour la regarder dans les yeux. Et ça, c'est du harcèlement sexuel. Sauf que, moi, je suis désolée, hein, mais je trouve qu'elle est d'un culot monstre de demander à Jamie Heath, qui est le PDG de la boîte de production du film dans lequel elle joue. C'est-à-dire que c'est son big boss. C'est le grand Manitou, en fait. Et elle lui demande de faire face au mur. Le culot. Comme dit l'une d'entre vous, le culot lui-même est outré, en fait. Ensuite, il y a la scène d'accouchement dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, on a une scène d'orgasme. Justin Baldoni voulait tourner une scène où Lily jouit et pas Ryle. Et en fait, elle a dit qu'elle lui a dit qu'elle serait mortifiée de le faire à ce moment de sa vie et de sa carrière. Elle lui a dit que ça lui semble pornographique et il l'a regardé comme ça, elle lui a dit mais ça n'a rien à voir avec la pornographie et elle lui a dit que bah en fait elle n'en avait aucune idée parce qu'elle avait jamais regardé de porno. Et ensuite, il aurait répété ça à quelqu'un de l'équipe. Franchement, je vais pas vous cacher que dans cette affaire, j'ai l'impression d'être au lycée, quoi. J'ai l'impression d'arbitrer des lycéens, en fait. En fait, elle était mal à l'aise car elle trouvait que le film sexualisait les violences conjugales. Premièrement, il s'agit de l'adaptation d'un film de New Romance. Comment te dire que nous, on adore ça, en fait, la sexualité dans les New Romances. Je vais pas te mentir, hein, je fais partie de celles
qui sort le popcorn quand elle en voit, d'accord? Deuxièmement, souvent, dans une relation toxique, la personne toxique, en fait, utilise souvent la sexualité contre l'autre. Donc, effectivement, le livre de Colleen Hoover est très hot, hein, on va pas se mentir. Et c'est pas déconnant, en fait. Ça me paraît tout à fait normal. Parce que, effectivement, je sais pas si vous avez déjà eu une relation toxique, ça m'est déjà arrivé sans arriver jusqu'au cou. Souvent, le sexe est exceptionnel. Juste, la relation est pourrie. Et c'est important de montrer cet aspect dont on parle peu dans les relations toxiques et qui explique, en fait, l'emprise que quelqu'un peut avoir sur toi. Il y a aussi ce côté où aussi, c'est hyper spicy. Et en fait, t'es accro à la personne, quoi. Et c'est important de le montrer. En gros, pour résumer, en fait, ce que reproche Blake et aussi Jenny Slate, qui joue encore une fois la petite sœur de Ryle, et qui aussi, c'est aussi plein du comportement de Justin, en fait, elle lui reproche d'avoir fait des compliments sur leur tenue en utilisant le mot sexy ou parfois hot. Et en fait, Blake Lively considère que Justin Baldoni la sexualisait. Sauf que je vous en ai déjà parlé, Blake Lively utilise le mot sexy toutes les 5 minutes. Je vous invite encore une fois à regarder les interviews de Blake Lively. Vous voyez que dans sa bouche, c'est limite un tic de langage. Elle en parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour moi, Justin Baldoni, quand il a utilisé le mot sexy, il ne pensait pas à dire sexy. Il s'est juste calé sur les tics de langage de la personne qu'il avait en face de lui. C'est tout à fait fréquent dans les relations. On chope les tics de langage des gens avec qui on passe du temps. C'est normal, c'est un mimétisme qui est tout à fait normal. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense surtout qu'elles le savent parfaitement, on y reviendra plus tard. Dans sa déposition, Jenny Slate, donc la petite sœur de Ryle, avoue aussi, à un moment donné, que quand Blake Lively lui parlait d'un truc et qu'elle ne se souvenait pas de la même chose, Jenny Slate ne la reprenait pas. Elle ne lui disait pas non, ça s'est pas passé comme ça, non, je m'en souviens pas. Elle allait toujours dans son sens. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Qu'en fait, Blake Lively, Jenny Slate et Isabella Ferrer se sont monté la tête entre elles sur des incidents minimes qui ne demandaient pas tout un procès. On est sur un procès juste parce qu'un mec a dit « Oh, t'es sexy dans ce pantalon ». S'il avait dit de manière tendancieuse, ok, de l'aveu même de Jenny Slate, c'est pas le cas. C'est juste le fait qu'il ait utilisé le mot sexy qui l'embarrasse. Maintenant, je vous propose de passer aux preuves de Justin parce que depuis hier, là je tourne la vidéo, on est jeudi soir. Donc depuis hier soir, les preuves de Justin Baldoni sont mises en ligne. Et je pense qu'il va y avoir plusieurs salves parce que pour le moment, c'est pas fou. Pour le moment, on a beaucoup de preuves qui appuient ce dont on a déjà parlé. Donc je ne vais pas vous en reparler. Je vais vous parler d'informations supplémentaires qu'on a et je vais pas vous parler d'éléments qui prouvent ce qu'on a déjà compris de l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un premier temps, on a le script avec les notes de Gennati. Angela Gennati, c'est tout simplement le correspondant de Sony qui travaillait sur le film It Ends With Us. En fait, dans ces notes, on découvre une chose extrêmement importante, c'est que Sony voulait qu'il y ait plus de scènes de sexe parce que en fait, Sony voulait que ce film s'adresse à un public adulte et il voulait que ce soit un film pour les 16 ans et plus. C'est Blake Lively qui voulait que ce film soit pour les 13 ans et plus. En fait, Sony ne voulait pas que ce soit une comédie romantique. Il voulait que ce soit vraiment un film de new romance à la 50 Shades et qui ait des moments intenses, qui ait des moments, enfin voilà, que ce soit vraiment un film qui s'adresse aux adultes. C'est Blake Lively qui a voulu que ça soit une rom-com, une comédie romantique, qui s'adresse aux 13 ans et plus et qui a voulu retirer toutes les scènes de sexe. C'est pour ça que tous les moments de tension sexuelle, en fait, qui manquent énormément dans le film, elle rechignait à les tourner, en fait. On y reviendra plus tard, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait. Dans les notes du script, on voit que, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette scène où la jeune Lily lèche la cuillère en regardant de manière suggestive le jeune Atlas. Eh bien, cette note-là, elle est déjà dans le script de Gennati. Donc en fait, Isabella Ferrer ment quand elle dit que cette note a été ajoutée. Elle était déjà dans le script dès le départ. En plus, on parle d'un script, c'est le script juste avant le tournage, quoi. Donc
Elle savait déjà très bien qu'elle devait tourner cette scène. Et ensuite, on a la fameuse scène où Blake arrive à l'hôpital pour donner un carnet, souvenez-vous, à Ryle, un carnet qui n'est pas le sien, mais en fait, elle le fait pour avoir un prétexte pour le voir, parce qu'elle compte lui dire qu'elle l'aime elle aussi. J'ai dû rater ce passage dans le film parce que je me rappelle pas en fait que le je t'aime soit un enjeu aussi important. Mais donc bref, apparemment il lui aurait dit qu'il l'aimait, elle a pas répondu, et donc elle utilise ce stratagème pour le voir à l'hôpital, lui donner son carnet et lui dire ah bah en fait il s'avère que je t'aime aussi. Souvenez-vous dans cette scène en fait Blake embrasse Justin Baldoni et je vous disais déjà alors que ce baiser était totalement improvisé et là on voit vraiment dans le script que le baiser n'est absolument pas dans le script. Normalement ça n'a pas d'importance, hein. Souvenez-vous que dans la scène où Ryle et Lily dansent ensemble dans le bar, Blake Lively reproche à Justin Baldoni d'avoir essayé de l'embrasser alors que ce n'est pas dans le script. Bah elle le fait. Ça pose de problème à personne en fait. On a ensuite un mémo vocal pas très intéressant, c'est un mémo de vocal de 4 heures où en gros elle lui demande de décaler le tournage. En fait, on apprend de toute façon dans ce vocal que elle était pas prête pour tourner le film, elle avait pas la tête à ça et puis elle se sentait pas prête physiquement, elle assumait pas son corps alors qu'elle venait d'accoucher. Bon, voilà ce qu'on apprend dans ce vocal, c'est pas énorme. Par contre, elle parle à Justin en lui disant je te demande ça en tant qu'ami, en jouant la carte sensible de l'ami et tout, alors que dès à présent, hein, dès ce moment-là, hein, elle part déjà avec Taylor de Justin de manière déplorable et avec Ryan aussi. Donc comme je vous le disais, c'est une manipulatrice hors pair quoi. Putain. Ensuite, on a également des stories qui ont été ajoutées dans les preuves de Justin Baldoni, de filles qui plantent des histoires qui n'ont aucun intérêt parce que par exemple dans l'une d'elles en fait c'est une fille qui dit que il lui a demandé où était l'hôtel, elle lui a dit c'est juste là, il lui a dit non mais viens avec moi, une fois arrivé à l'hôtel il lui dit non mais tu montes pas avec moi, viens me voir à Los Angeles quand tu seras prête. On connaît pas le contexte, on sait pas qui c'est la meuf, enfin bref. On a vraiment l'impression qu'on a plusieurs histoires qui sont plantées là. Et là, on est plusieurs à penser que ce sont des publicistes en fait qui font ça. Et que ces histoires, c'est juste pour atteindre la réputation de Justin Baldoni. Mais concrètement, en fait, finalement, déjà, premièrement, la meuf, elle lui reproche rien. Ensuite, on sait pas dans quel contexte ça s'est passé, tout ça. Enfin bref, c'est assez louche. Enfin, dans les preuves versées par Justin au moment où je tourne cette vidéo, on a les conversations de Leslie Sloan. C'est savoureux. C'est savoureux. Ah là là, mais les publicistes là, les 4 publicistes là, Leslie Sloan, Stephanie Jones, Jennifer Abel, Melissa Nathan. Des vipères. Un nid de vipères, je vous jure. Donc on a toutes les conversations de Leslie Sloan. Évidemment, on a réussi à trouver des conversations où elle plante des histoires auprès de journalistes. Et ça, bien avant le début de l'affaire, donc au moment de la sortie du film. Et alors, que les choses soient claires. Le fait que les publicistes parlent à des journalistes, c'est tout à fait normal, c'est leur travail. Elles sont là pour ça. Ce qui est moins normal, c'est comment les Sloan s'adressent à ces journalistes et exigent que les articles soient corrigés ou carrément retirés parce qu'ils mettront en valeur Justin et pas assez Blake Lively. Par exemple, elle voit les articles, elle fait « Ah, je déteste. Il faut que tu refasses ça. » J'ai été journaliste, vous le savez, j'ai également été attachée de presse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est qu'elle appelle la rédaction pour lire l'article avant sa diffusion. Ça, c'est un no-go. Enfin, la plupart des journalistes, en fait, refusent ça. Moi, tu me demandes ça, c'est non. Et en plus, j'arrête de te parler, quoi. Ah non, ouais, j'ai jamais vu ça. Par contre, qu'on te demande de corriger l'article parce qu'on veut qu'il y ait certaines choses qui apparaissent dans l'article, oui, mais tu demandes gentiment. Là, c'est pas du tout le cas. Elle exige. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est que les journalistes se couchent devant elle et font tout ce qu'elle dit, en fait. Ça non plus, c'est pas normal. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, vraiment. Et quand je vois ça, je me dis que c'est pas étonnant, en fait, finalement, qu'on ait toute la presse mainstream du côté de Blake Lively. Elle a les journalistes dans la poche. Elle fait ce qu'elle veut des journalistes. Et alors, pour la plupart des attachés de presse, c'est parce qu'elle les a dans la poche. Elle est proche d'eux. Il y a un petit côté affectif. Mais non, pas du tout, en fait. C'est juste qu'ils ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle parce qu'ils ont peur que s'ils ne la contentent pas, elle refuse que les artistes qu'elle représente s'expriment
dans ces journaux-là. Donc, ils font ces 4 volontés. Et je peux vous assurer que si Blake avait la moindre preuve contre Justin Baldoni, ça ferait à l'heure actuelle la une des journaux. La seule raison pour laquelle l'affaire reste discrète en fait dans la presse, c'est parce que Blake n'a rien. Sinon, on le saurait déjà en fait. Elle a réellement la presse dans sa poche. Elle en fait ce qu'elle veut. On apprend aussi dans ces conversations qu'en fait, Leslie Shawn et donc Blake Lively voulaient que les médias sachent qu'en fait Justin avait été jeté du film. Et ce n'est que quand Blake Lively se rend compte que le fait d'avoir unfollow Justin Baldoni lui retombe dessus, qu'elle demande à Leslie Shawn de ne rien dire et que donc on fait profil bas sur ce sujet-là. Mais sinon, la raison pour laquelle elle a demandé à tout le monde d'unfollow Justin, c'est bel et bien pour l'afficher, c'est bel et bien pour montrer qu'il avait été dégagé du film. Le culot de cette femme est incroyable, franchement. Bon, on a fini avec les preuves qu'on a. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue par les preuves présentées par Justin Baldoni pour le moment. On va voir si finalement on va voir plus, mais après il faut dire que il a tapé fort avec les preuves qu'il a déposées lors de sa summary court. Quand il a fait la demande de la summary court, il a mis pas mal de preuves dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de choses déjà. Donc là, on est moins de choses croustillantes à se mettre sous la dent. Ça me paraît un peu normal. Mais il se peut aussi qu'il ait gardé le plus croustillant pour la fin. Voilà. Donc, il va falloir attendre que toutes les preuves tombent. Et là, on saura l'intégralité des preuves. Et une fois qu'on aura toutes les preuves, en fait, sachez, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que après, il y aura plus de possibilité de déposer d'autres preuves. Donc, c'est-à-dire que là, normalement, on connaît toutes les preuves qu'a Blake Lively. Il y aura rien d'autre. Aucun smoking gun ni rien. C'est terminé pour elle. Et on attend encore le reste des preuves de Justin Baldoni. Peut-être que ce sera juste ça. Peut-être pas. Il faut que je vous dise qu'en fait, il y a genre 150 preuves. J'en ai vu qu'une dizaine. Voilà, je suis honnête avec vous, j'en ai vu qu'une dizaine, donc et puis il y a plein de preuves qui sont pas importantes et que j'ai passé vite fait, donc c'est possible qu'on ait encore des trucs intéressants, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de confirmation de ce qu'on savait déjà, de preuves supplémentaires sur ce qu'on savait déjà, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc maintenant, passons à la summary court. Souvenez-vous, je vous ai dit que vendredi 23 janvier dernier, s'est tenue une audience pour éclaircir 3 points pour la summary court. Donc, ça veut dire que le jugement de la summary court va tomber là d'un jour à l'autre. Donc, les 3 points que voulait discuter le juge, c'est interroger pour savoir s'il était opportun de porter plainte dès qu'un réalisateur demande une scène d'amour supplémentaire par rapport au script. Ça, c'est pas bon pour Blake Lively, parce que ça veut dire en gros, du coup, on fait un procès à chaque fois. Comment on fait? Qu'est-ce que dans l'idéal, tu penses qu'il faudrait faire pour que t'aies pas à porter plainte pour harcèlement sexuel quand un réalisateur te demande une scène supplémentaire d'amour? Le deuxième sujet, qui me paraît également extrêmement important, c'est savoir si Blake est une employée ou pas. Le troisième sujet, c'est le fait que Blake ait signé un contrat avec Wayfarer une fois qu'il tournait des scènes en Californie. Et sachez que les scènes en Californie, en fait, ce sont des reshoots. Les reshoots, c'est quand tu as tourné tout le film, tu trouves qu'il n'y a pas assez, donc tu refais un tournage. Et c'est à ce moment-là qu'elle a signé un contrat. Et le juge semble suspicieux par rapport au timing, parce que il trouve ça bizarre, en fait, qu'elle ait choisi le moment où ils sont en Californie, donc un État qui lui est plus favorable en cas de litige contre Justin Baldoni pour justement des affaires de harcèlement sexuel. Apparemment, il trouve ça suspicieux et par ces questions, en fait, on se rend compte qu'il se demande si Blake Lively n'avait pas prévu depuis le début, depuis le début, de se retourner contre Justin Baldoni. Ce qui est sûr pour moi, c'est que depuis le début, en fait, Blake Lively veut lui voler son film. Je vous l'ai teasé un petit peu, mais c'est pour moi la raison pour laquelle elle rechignait à tourner des scènes assez hautes, parce que elle voulait que ce soit une rom-com, donc une comédie romantique. Elle voulait pas que ce soit vraiment un film pour adultes. Et donc, elle a cherché à édulcorer un maximum pour que sa version soit édulcorée, parce qu'elle avait l'intention de lui voler le film
dès le départ. C'est pour ça que, souvenez-vous de la chronologie qu'avait fait Jamie Heath, c'est pour ça que dès le départ, dès qu'ils ont commencé la production, Ryan Reynolds a poussé une gueulante en fait par rapport à un détail. Vous vous souvenez le fait que Justin avait demandé à l'entraîneur de Blake Lively combien elle pesait et combien il pensait qu'elle pouvait perdre d'ici le tournage parce qu'il avait mal au dos, nanani nanana. Après ça, Ryan Reynolds avait invité Justin Baldoni et Jamie et il lui avait soufflé dans les bronches. Et en fait, ils ont fait ça juste pour rendre compliqué en fait le tournage. Parce que si tu veux que le film fonctionne et que tu veux que ça se passe bien, tu arrondis les angles, tu mets de l'eau dans ton vin, tu fais en sorte que les choses se passent bien. Mais là, le fait qu'il leur ait soufflé dans les bronches dès le départ, il voulait saboter le film, il voulait saboter la vision de Justin Baldoni, j'en suis persuadée. Et je pense que dès le départ, ils avaient l'intention, tous les deux, de voler le film de Justin Baldoni. Et c'est d'autant plus choquant que Ryan Reynolds a tout à fait les moyens de développer un film de cette ampleur. Il y a tellement de new romances qui fonctionnent, il peut totalement acheter les droits d'adaptation d'un autre film, le développer avec sa femme et en faire une super production. Il peut faire ce qu'il veut, il a les moyens. Mais ils ont préféré voler le film de Justin Baldoni. Bref, toutes les questions en fait posées par le juge Liman vendredi dernier me font penser une chose. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense sincèrement qu'il s'apprête à rejeter l'affaire. Encore une fois, je peux me tromper. Peut-être que c'est encore en pourparlers dans sa tête. Peut-être qu'il a pas arrêté son avis. Mais moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'il va rejeter l'affaire parce que, bah voilà, en fait, il remet en cause le fait que Blake Lively était employé. Il remet en question le fait de porter plainte juste parce que ils ont improvisé une scène de baiser et il se pose des questions sur les intentions de Blake Lively depuis le départ puisque c'est manifeste que depuis le départ elle voulait lui voler le film. Donc je pense que cette histoire, encore une fois, de procès pour harcèlement sexuel, c'est tout simplement parce qu'elle a eu un bad buzz au moment du lancement du film et parce que dans ce bad buzz en fait, Justin Baldoni il passe pour le héros de l'histoire et Blake Lively la méchante et elle a pas supporté ça et elle voulait renverser la vapeur et donc elle l'a accusé de harcèlement sexuel. Et je me demande si en fait porter plainte contre lui pour harcèlement n'était pas dans ses intentions dès le départ, justement pour éviter qu'il ne se retourne contre elle judiciairement et qu'il ne l'attaque pour le vol de son film, parce que son vol est manifeste, et qu'en fait elle n'a pas porté plainte contre lui justement pour se protéger. Parce que souvenez-vous de cette loi californienne qui empêche Justin Baldoni de porter plainte contre Blake Lively une fois que elle a porté plainte pour des raisons de violence sexuelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plainte de Justin Baldoni a été rejetée. C'est parce que elle a porté plainte en Californie et que la loi californienne la protège en fait une fois qu'elle a porté plainte pour des violences sexuelles. Ensuite, on va finir la vidéo avec les répercussions. En fait, les répercussions dont je vous parlais la semaine dernière, elles commencent déjà à poindre le bout de leur nez parce que on se rend compte que alors que Blake Lively jouissait d'une cote de popularité de plus de 80% d'opinion favorable, aujourd'hui elle est à 10%. Seulement 10% de la population soutient Blake. Pour Ryan Reynolds, c'est 20%, alors que également il y a 2 ans, il était à plus de 80%. Cette affaire les a fait dégringoler dans l'opinion publique. Et encore ça, c'est fin 2000 décembre. On ne sait pas encore quel est l'avis du public depuis les révélations, depuis les preuves là qui ont été publiées dernièrement. Ça, ils ont dû encore baisser en fait. Ryan aurait prévenu qu'après le procès, Blake et lui allaient s'accorder 18 mois à 2 ans de break. Souvenez-vous, quand la plainte de Justin Baldoni avait été rejetée, vous avez dit que là, le mieux à faire pour Blake Lively et Ryan Reynolds, c'est de retirer leur plainte, de se faire oublier pendant 2 ans et de revenir avec un super projet. Et là, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé et ça passera crème. Bon, apparemment, ils ont décidé d'appliquer ce plan. Le seul problème, c'est que moi, je pense que c'est trop tard. Au moment du rejet de la plainte contre Justin Baldoni, il n'y avait pas encore toutes ces preuves qui nous démontraient par A plus B que Blake avait bien volé le film de Justin Baldoni, qu'il n'y avait pas du tout de harcèlement sexuel, que elle fabulait, en fait, elle tordait la vérité pour faire croire à un harcèlement sexuel, et que surtout, elle avait monté toute une équipe de tournage contre Justin Baldoni.
Là, on les a, ces preuves. Puis en plus, entre-temps, Ryan Reynolds et Blake Lively ont également attaqué des créateurs de contenu, des petits créateurs de contenu, juste pour les bâillonner. Donc ça, pareil, le public ne l'oubliera pas. Donc au moins, ils ont compris que bah là, ils peuvent plus s'en sortir sans dégâts. Ça, au moins, ils ont compris ça. Mais néanmoins, ils ont compris ça beaucoup trop tard. Ils auraient dû appliquer ça il y a 6 mois, quoi. Et franchement, on aurait oublié, quoi. On aurait oublié l'affaire. Ça aurait encore un peu jasé, mais après, on aurait oublié l'affaire. Mais là, le fait qu'ils aient porté plainte contre les créateurs de contenu, ça n'a fait que attiser, en fait, tout ça. Je vous passe les ouin-ouin de Ryan Reynolds et de Taylor Swift, parce que je les trouve totalement minables, de faire des ouin-ouin là, à ce moment-là. Putain, juste excusez-vous. Juste excusez-vous et arrêtez, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais bon, bref, je vous passe ça, parce que je sais que je vais vous énerver encore plus. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne sais pas si je vais faire une vidéo 3 semaines de suite sur Blake Lively et Justin Baldoni. Néanmoins, je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo au moins dans 2 semaines. Ça c'est sûr. Sauf s'il se passe vraiment, si j'ai vraiment beaucoup d'informations à vous donner dans les preuves présentées par Justin Baldoni. Là, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Mais j'espère pas parce que voilà, je commence à avoir une overdose de cette histoire. J'ai besoin de traiter une autre histoire. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à booster la vidéo pour la recommander au plus grand nombre. Ça m'aiderait beaucoup et ça récompenserait mon travail qui a été extrêmement important cette semaine en particulier parce que croyez-moi, il y avait du contenu. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.